Bonjour et bienvenue à notre nouveau webinaire portant sur les humeurs. Alors, ce matin, nous allons voir ensemble comment nous pouvons procéder afin d'améliorer ou d'équilibrer nos humeurs naturellement. Mon nom est Chantalane Dumas, je suis naturopathe et conseillère médicale pour AOR. Alors, en gros, aujourd'hui, nous allons voir ensemble quels sont les troubles de l'humeur les plus fréquents. Donc, nous allons discuter des troubles anxieux et de la dépression. Nous allons reviser le fonctionnement des neurotransmetteurs ainsi que les facteurs de risque qui peuvent précipiter les troubles de l'humeur en mettant une emphase particulière sur le stress. Ensuite, nous allons regarder quels pourraient être les troubles de santé associés aux troubles de l'humeur, comme le déséquilibre hormonal et les troubles de la thyroïde. Et finalement, comme à l'habitude, nous allons voir quels sont les moyens naturels que nous pouvons mettre en place afin d'améliorer nos humeurs. Donc, nous allons débuter par le mode de vie, ensuite les changements alimentaires et puis évidemment, nous allons reviser une douzaine de suppléments nutritionnels qui pourraient nous aider dans notre recherche de l'équilibre de l'humeur. Alors, il est tout à fait normal d'être déprimé de temps en temps et tout le monde ressent parfois de l'anxiété. Il s'agit de réactions qui sont absolument normales face aux événements stressants de la vie. Cependant, un sentiment profond de dépression ou d'anxiété qui perdure peut en fait dissimuler un trouble de l'humeur. Et le mot-clé ici, c'est vraiment perdure. Il faut aussi que ce sentiment interfère avec les événements de notre vie quotidienne. Donc, les personnes atteintes de troubles de l'humeur ressentent d'intenses émotions qui perdurent et affectent négativement leur bien-être, leur santé, leurs relations et leur comportement. Ces troubles affectent les enfants, les adolescents et les adultes de tous âges, sans égard pour leur race, leur genre, leur statut socio-économique ou leur niveau d'éducation. Il existe encore certains préjugés entourant les troubles anxieux et la dépression, mais en fait, tout le monde peut être touché par ces déséquilibres de l'humeur et nous allons voir qu'ils sont très, très fréquents. Donc, les troubles de l'humeur enferment une grande variété d'états qui vont de la dépression jusqu'à l'anxiété. Ils comptent parmi les maladies mentales les plus courantes dans la population. Les troubles anxieux, pour leur part, affectent environ 12 des Canadiens. Quant à la dépression, elle touche 8 des adultes qui vont souffrir d'une dépression majeure au cours de leur vie. Les troubles de l'humeur se manifestent souvent au cours de l'adolescence. Ils peuvent survenir une ou deux fois dans la vie ou encore se reproduire plus fréquemment. Évidemment, les troubles de l'humeur représentent un fardeau économique important, non seulement en termes de soins de santé, mais évidemment aussi en perte de productivité. Ce qui est aussi un fait important, c'est que les individus affectés par les troubles de l'humeur présentent un risque accru de suicide. Donc, ce ne sont pas des troubles à prendre à la légère. Il faut évidemment faire tout ce qui est en notre pouvoir pour équilibrer notre humeur, mais également ne pas hésiter à consulter un professionnel de la santé si nous avons des doutes. Donc, le premier trouble que nous allons aborder sont les troubles anxieux. Et l'anxiété peut être comprise comme une exagération de la réaction normale du corps face au stress. Donc, la réaction en tant que telle, elle est normale. Ce qui va devenir anormal, c'est sa durée dans le temps et son intensité, finalement. Donc, tout le monde ressent de l'anxiété face à certains événements, mais des individus qui sont atteints d'un trouble anxieux vont éprouver des sentiments excessifs et irréalistes qui interfèrent avec leur vie quotidienne au niveau relationnel, de leur performance scolaire ou professionnelle et de leurs activités sociales et récréatives. L'anxiété excessive, la peur et la préoccupation les poussent à soit éviter les situations qui risquent de déclencher l'anxiété, évidemment quand c'est possible, et certains vont aussi développer des rituels compulsifs qui vont les aider à diminuer leur niveau d'anxiété. C'est une certaine forme de contrôle sur leur environnement. Alors, comment peut-on distinguer entre
une anxiété normale de tous les jours et un trouble anxieux. Alors, vous avez un petit tableau récapitulatif ici et prenons l'exemple, par exemple, d'une peur, la peur réaliste d'un objet, d'un endroit ou d'une situation dangereuse. Bon, la majorité des gens vont éprouver de la peur ou de l'anxiété face, par exemple, à faire un saut en bungee. C'est une peur qui est réaliste. Par contre, pour une personne atteinte d'un trouble anxieux, il s'agira plutôt d'une peur irrationnelle ou l'évitement d'un objet, d'un endroit ou d'une situation qui ne pose peu ou pas de risque. Par exemple, la peur vraiment exagérée des chiens ou des chats qui va pousser certaines personnes à presque rester enfermées l'été de peur de croiser un animal. Donc, c'est un peu une façon de distinguer entre l'anxiété de tous les jours et un trouble anxieux. Donc, vous avez une liste ici qui peut vous aider. Alors, dans les troubles anxieux, nous englobons une variété de troubles spécifiques, incluant les troubles d'anxiété généralisée, l'état de stress post-traumatique, les phobies telles que la phobie des hauteurs, de l'avion, des aiguilles, etc., le trouble panique, donc les personnes qui vont souffrir d'attaques de panique sur une base régulière, avec ou sans déclencheur, et les troubles obsessifs compulsifs. Le trouble d'anxiété généralisée se décrit en fait comme une anxiété sévère et continuelle qui interfère avec les activités quotidiennes et qui peut être symptomatique donc d'un trouble d'anxiété généralisée. Le trouble d'anxiété généralisée présente plusieurs points communs avec le trouble panique, avec les troubles obsessifs compulsifs et d'autres types d'anxiété, mais ils constituent des pathologies distinctes. Donc, pas toujours évident de s'y retrouver quand il s'agit de faire un diagnostic. À ce moment-là, évidemment, c'est le travail du professionnel de la santé. Donc, on peut développer un trouble d'anxiété généralisée durant l'enfance ou encore à l'âge adulte. Donc, des fois, ces troubles sont moins évidents chez l'enfant. On peut les confondre avec d'autres types de problèmes, d'où la nécessité parfois de s'adresser à un professionnel qui fera à ce moment-là un diagnostic adéquat. Alors, quelques symptômes d'un trouble d'anxiété généralisée. La préoccupation constante ou l'obsession concernant de petits ou de grands problèmes, l'agitation, un sentiment de nervosité sans raison apparente, fatigue, irritabilité qui perdure encore une fois dans le temps, difficulté à se concentrer, des blancs de mémoire, tension ou des douleurs musculaires qui ne s'expliquent pas par d'autres événements, tremblements, états de tension ou d'alerte, troubles du sommeil, sueur, nausées ou diarrhée, souffle court ou tachycardie. Donc, tous ces symptômes, évidemment, lorsqu'ils sont pris hors contexte, peuvent pointer en direction d'un trouble d'anxiété. En plus de ces troubles, chez les enfants et les adolescents, nous allons trouver d'autres symptômes, par exemple l'anxiété de performance à l'école, souci excessif par rapport à la ponctualité ou au sentiment d'appartenance. Les enfants qui veulent vraiment à tout prix faire partie d'un groupe, le perfectionnisme, refaire des tâches over and over, là, de plus en plus jusqu'à temps qu'elles soient parfaites, ça pourrait aussi pointer vers un trouble d'anxiété généralisé. À l'autre extrémité du spectre, nous retrouvons donc la dépression, qui est un trouble de l'humeur qui est finalement très, très commun. Ça touche en fait une personne sur 5. La personne qui souffre de dépression se sent découragée, triste, sans espoir, démotivée ou désintéressée par la vie de façon générale. La dépression est caractérisée par au moins un épisode de dépression majeure, c'est-à-dire au moins 2 semaines d'humeur dépressive ou de perte d'intérêt envers les activités habituelles, accompagnées par au moins 4 symptômes additionnels de dépression. Donc, ici, on n'est évidemment plus dans le domaine là, du petit blues ou du syndrome prémenstruel qui va nous toucher pendant 2-3 jours avant la menstruation. On parle vraiment d'une humeur dépressive là, de façon consistante et profonde qui dure pendant au moins 2 semaines. Et en plus de cette humeur dépressive, nous allons trouver au moins 5 symptômes parmi les suivants. Donc, c'est-à-dire au moins 4 symptômes en plus du sentiment persistant de tristesse, d'anxiété ou de vide.
Alors, vous avez la liste ici des autres symptômes qui vont accompagner la dépression et ça va vraiment de la difficulté de concentration à l'insomnie, au sentiment de désespoir, pensée de mort, de suicide, etc. Donc, encore une fois, le professionnel pourra faire un diagnostic précis pour valider qu'il y a bel et bien une dépression. Alors, dans les autres formes de dépression, nous retrouvons par exemple la dysthymie, qui est une forme de dépression chronique qui est moins sévère que la dépression majeure, mais qui tend à durer plus longtemps. Elle va impliquer les mêmes symptômes que la dépression, mais évidemment, il s'agit de gens qui font comme ça de façon chronique. Souvent, les personnes qui vont voir toujours le verre à moitié vide, par exemple. On en connaît tous des gens comme ça qui sont comme négatifs de façon chronique. Le trouble bipolaire était autrefois appelé la maniaco-dépression. C'est le trouble qui se manifeste par des changements d'humeur cycliques qui vont des hauts jusqu'au bas très intenses. Donc, les personnes peuvent varier d'humeur de façon très rapide, c'est-à-dire quelques fois par semaine, ou ça peut s'échelonner sur quelques mois. Le trouble affectif saisonnier, c'est la dépression finalement qui est reliée à la réduction de l'exposition à la lumière et qui répond très très bien finalement à la thérapie par la lumière. Et nous retrouvons aussi la dépression postpartum, bien connue, qui est une forme de dépression courante affectant les nouvelles mamans. Et la dépression postpartum peut se manifester entre 2 semaines jusqu'à 6 mois suite à l'accouchement. Nous voyons souvent les mamans, surtout les mamans qui deviennent mamans sur le tard, vont assez bien s'en tirer durant le congé maternité, mais quand elles retournent au travail après près d'1 an, c'est souvent là que la dépression va survenir parce que les surrénales, souvent de la difficulté à compenser le stress additionnel du retour au travail. Alors, certaines personnes, à la suite de la lecture ou de l'écoute des symptômes, vont se demander est-ce que je souffre d'anxiété ou de dépression? Parce que finalement, j'ai des symptômes qui se retrouvent dans les deux tableaux. Alors, est-ce qu'on peut souffrir et de dépression et d'anxiété? Et la réponse, c'est absolument. Donc, les individus aux prises avec des troubles anxieux sont plus à risque de souffrir d'une autre forme d'anxiété, de dépression majeure ou de dysthymie, de dépendance à l'alcool ou à d'autres substances ou d'un trouble de personnalité. L'anxiété peut constituer un symptôme de dépression et près de la moitié des personnes ayant reçu un diagnostic de dépression souffrent également d'anxiété. La dépression peut être déclenchée par un trouble anxieux. Donc, on voit finalement que la ligne n'est pas très claire entre les deux. Alors ici, nous retrouvons le cycle de l'anxiété. Donc, la personne qui va souffrir d'anxiété de façon persistante peut développer un trouble panique qui va ensuite souvent être suivi d'une période de dépression qui, elle, va générer à nouveau de l'anxiété, plus de panique, plus de dépression et la personne se retrouve finalement prise dans ce cercle vicieux de l'anxiété et de la dépression. Nous avons ici dans ce tableau très intéressant les points de rencontre, c'est-à-dire les symptômes qui sont communs aux troubles de l'anxiété généralisée et à la dépression. Donc, vous voyez que tous les symptômes, finalement, de l'anxiété peuvent être retrouvés dans le tableau clinique de la dépression. Donc, c'est pourquoi souvent les personnes vont alterner d'un à l'autre ou vont souffrir d'un trouble d'anxiété à une certaine période et de dépression à une autre période. Quelles sont les causes de ces troubles de l'humeur? En fait, nous ne le savons pas exactement. Donc, l'étiologie exacte des troubles de l'humeur demeure inconnue. Ce qu'on sait par contre, c'est que le développement des troubles est probablement le résultat d'une interaction complexe entre des facteurs d'origine génétique, biologique, reliés au développement et d'autres facteurs tels que par exemple des facteurs d'origine socio-économique ou le stress professionnel, encore une fois, peut être un facteur déclencheur très important. Les troubles de l'humeur pourraient aussi mettre en cause des messagers chimiques qu'on appelle des neurotransmetteurs tels que la sérotonine, la dopamine et la norépinéphrine. Alors, comment ça fonctionne tout ça, les neurotransmetteurs? En fait, c'est que le cerveau envoie des signaux via nos neurones, qui sont donc nos cellules nerveuses, qui se transmettent des impulsions à travers un réseau de jonctions communicantes qui sont situées entre les cellules nerveuses et qu'on appelle des fentes synaptiques. Donc, les neurotransmetteurs vont moduler diverses fonctions du corps, comme par exemple
le sommeil, l'humeur, etc. Donc, les neurotransmetteurs sont vraiment des petits messagers chimiques qui vont aller se fixer sur le récepteur et transporter avec eux le message. Donc, les taux de neurotransmetteurs déséquilibrés vont se traduire par d'importants troubles de santé, dont notamment les fameux troubles de l'humeur. Le GABA est le plus important neurotransmetteur calmant. Alors, dans le corps, nous avons toujours un équilibre entre ce qui est excitant, ce qui est calmant. Le corps est équipé pour retrouver son état d'équilibre ou d'homéostasie. Donc, le GABA est le plus important neurotransmetteur calmant, mais la sérotonine est un autre neurotransmetteur très important qui va contribuer au sentiment de bien-être et de joie. Et c'est en fait le taux de sérotonine qui est affecté lors, par exemple, de troubles saisonniers de l'humeur. Donc, nous voyons ici que les récepteurs se fixent, c'est-à-dire que les neurotransmetteurs se fixent sur les récepteurs et qu'il y a certaines enzymes qui sont chargées de dégrader finalement les neurotransmetteurs une fois qu'ils ont transmis leur message. Alors, les médicaments de synthèse souvent vont agir à ce niveau. Ils vont bloquer ces enzymes, donc ils vont diminuer la dégradation des neurotransmetteurs. Donc, le corps va croire que ces neurotransmetteurs sont présents de façon plus longue et transmettent donc leur message plus longtemps. Alors, comment le corps fabrique-t-il ces fameux neurotransmetteurs? Eh bien, tout ça part des protéines. Les protéines sont digérées via la production d'acide gastrique dans notre estomac et des protéines, nous allons extraire un acide aminé très important qui s'appelle le L-tryptophane. Le tryptophane sera converti par une enzyme en 5-hydroxytryptophane. Et là, si vous notez ici sur votre gauche, vous avez les cofacteurs, c'est-à-dire les vitamines qui vont servir d'activateurs aux enzymes sur la droite qui font ce travail de conversion. Alors, vous voyez que l'enzyme sur la droite, le tryptophane hydroxylase, est dépendant de la vitamine B3, des folates, du fer et du calcium pour performer son action. Donc, si vous remarquez sur la gauche, vous avez plusieurs vitamines du groupe B, B1, B3, B5, B6, qui vont avoir un rôle absolument crucial dans la conversion des protéines en neurotransmetteurs comme la sérotonine et la mélatonine. Donc, vraiment très important d'aller chercher ces vitamines, soit du côté alimentaire, soit du côté des suppléments, et nous allons y revenir un peu plus loin dans le webinaire. En termes de facteurs de risque, bon, comme nous l'avons vu, il n'y a pas un seul facteur de risque qui a été identifié. Il s'agit en fait d'une combinaison de facteurs. Nous savons d'abord que le genre féminin est plus à risque puisqu'il y a 2 femmes pour un homme qui sont diagnostiqués avec des troubles de l'humeur. Les traumatismes durant l'enfance vont affecter notre prédisposition à souffrir d'anxiété et de dépression. Ensuite, il y a un aspect génétique. Il y a tous les troubles reliés à la toxicomanie, c'est-à-dire que la toxicomanie va déclencher ou aggraver l'anxiété et la dépression, mais souvent les personnes qui ont des troubles de l'humeur vont chercher à s'auto-médicamenter via ce genre de substance. Ensuite, on sait, certaines personnalités sont tout simplement plus prônes à souffrir d'anxiété ou de dépression ou d'une alternance des deux. La maladie chronique peut générer évidemment l'anxiété et la dépression, que ce soit par l'aspect douleur ou l'aspect stress économique que ça va engendrer. Et le stress, sous toutes ses formes, évidemment, s'il perdure trop longtemps dans le temps, va finir par dérégler l'interaction entre nos neurotransmetteurs et nos hormones et ça pourra tout à fait se manifester par de l'anxiété ou de la dépression. Qu'est-ce que le fameux stress? On parle toujours du stress dans la vie quotidienne, mais est-ce qu'on comprend bien le stress? Alors, le stress, en fait, se déroule en 3 phases. D'abord, la phase d'alarme qui constitue la réponse immédiate face à l'agent stressant. Donc, on rencontre un patron pour la première fois, par exemple, où on a une entrevue d'embauche. C'est un facteur de stress, un agent stressant. Nous allons mettre en branle toute une panoplie d'hormones dans notre corps pour nous permettre de faire face donc à l'agent stressant. Ensuite, si la situation perdure, nous allons adapter notre corps à cette nouvelle situation, c'est-à-dire que nous allons entrer en phase de résistance. Alors, ce sera maintenant le tour d'autres hormones qui nous permettront
de continuer à faire face à cette demande accrue, finalement, de notre capacité d'adaptation. Si le stress perdure au-delà de notre période de résistance, évidemment, nous allons atteindre à un certain moment donné une phase d'épuisement qui va se caractériser par l'effondrement de plusieurs systèmes dans notre corps. Alors, évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir éviter ces agents stressants, mais nous savons que ce n'est pas toujours facile. Alors, ce qu'il faudra dans ces cas-là, ce sera soit de modifier notre réponse face au stress, c'est-à-dire de changer notre perspective face à l'agent stressant, ou encore avoir recours à certaines plantes qu'on va appeler des plantes adaptogènes qui vont nous permettre de moduler notre phase d'alarme, donc notre réaction face au stress, mais aussi d'étendre notre période de résistance pour atteindre la phase d'épuisement moins rapidement. Il y a une relation importante entre le stress et la fatigue surrénalienne. Comme nous l'avons vu, si le stress perdure trop longtemps, nous finissons par atteindre une phase qu'on appelle la phase d'épuisement. Et cette phase d'épuisement se caractérise par finalement l'effondrement des glandes surrénales. Donc, on va atteindre cette situation lorsqu'évidemment le stress est chronique et cette fatigue surrénalienne va se manifester ou se répercuter sur nos hormones. Donc, on le sait, les femmes, nous, quand nous avons un mois qui est plus stressant, souvent ça va se répercuter sur notre cycle menstruel ou l'intensité de notre syndrome prémenstruel. C'est normal tout ça parce que le stress va augmenter l'activité le long de l'axe entre le cerveau et les glandes surrénales afin de produire des hormones de stress. Ce sont nos surrénales qui ont cette fonction de produire le cortisol, l'épinéphrine, la norépinéphrine. Le problème, c'est que le cortisol est constitué de progestérone, donc notre hormone qui domine la deuxième partie de notre cycle, et la matière première qui sert à produire du cortisol. Alors évidemment, si nous vivons beaucoup de stress et que nous produisons beaucoup de cortisol, la quantité de progestérone à ce moment-là pour le bien-être de notre cycle menstruel va être affectée négativement. L'augmentation du cortisol va aussi perturber la conversion de nos hormones thyroïdiennes, donc de la forme T4 à T3 qui est la forme active. Les deux autres hormones, l'épinéphrine et la norépinéphrine, vont utiliser la tyrosine comme précurseur et la tyrosine est également ce qui est nécessaire à la fabrication des hormones thyroïdiennes. Donc, on voit qu'il y a un lien très étroit entre le stress, les glandes surrénales, notre capacité à produire de la progestérone et à produire également des hormones thyroïdiennes. Alors, lorsque le fonctionnement des surrénales est compromis, cela va affecter profondément l'équilibre hormonal parce que les surrénales contribuent à au moins 35% de la production de nos hormones avant la ménopause, alors qu'après la ménopause, il y a plus de la moitié de nos hormones qui sont produites par nos surrénales. Alors, si les surrénales sont constamment taxées par le stress, eh bien, l'équilibre hormonal va être vraiment directement affecté. Et donc, pas seulement l'équilibre hormonal, mais également toute la question de l'hypothyroïdie, parce que l'hypothyroïdie va se manifester en fait par compensation, si on veut. Il s'agit d'une réponse du corps afin de contrebalancer le surmenage des surrénales. Alors, au niveau des troubles de santé associés à la dépression et à l'anxiété, nous pouvons trouver par exemple les maux de tête, les diarrhées, constipation, nausées, vomissements, le reflux gastro-œsophagien, les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, l'ostéoporose, l'hypothyroïdie, nous venons de mentionner pourquoi, l'hyperthyroïdie également, et la ménopause et autres troubles hormonaux. Le déséquilibre hormonal va affecter évidemment l'humeur parce qu'on dit que c'est un fait connu que les troubles de l'humeur peuvent être causés ou aggravés par certaines maladies. Des changements dans l'équilibre hormonal peuvent causer ou déclencher la dépression ou l'anxiété. Les changements hormonaux peuvent être la conséquence de troubles thyroïdiens, de la ménopause ou d'une quantité d'autres conditions médicales. Le syndrome prémenstruel qui affecte 3 femmes sur 4 et qui est en fait une catégorie qu'on a créée pour regrouper plus de 200 symptômes
le syndrome prémenstruel, évidemment, peut affecter l'humeur et l'humeur va affecter en retour l'intensité du syndrome prémenstruel. Voici quelques-uns des symptômes du syndrome prémenstruel. Alors, vous voyez que parmi les premiers, nous retrouvons tension ou anxiété, humeur dépressive, crise de pleurs, saut d'humeur et irritabilité. Alors, évidemment, plus le SPM sera important, plus il risque de se manifester au niveau de l'humeur et souvent, ça va atteindre un peu son apogée à la préménopause, donc dans les années précédant la ménopause. Alors, la ménopause est le moment où les femmes cessent d'être menstruées de façon permanente. Ça survient entre 41 et 55 ans. Quant à la périménopause, c'est plus la période de transition. Ça peut aller jusqu'à 10 ans, finalement, avant vraiment l'apparition comme telle de la ménopause. C'est une période où les hormones sont extrêmement perturbées. En fait, il y a plus de perturbations hormonales à la périménopause que durant la grossesse. Alors, surprenez-vous pas si ça vous donne des symptômes au niveau de l'humeur. Moi, j'entends ça régulièrement en consultation, les femmes qui me disent « j'ai l'impression de devenir folle, surtout dans les 2 semaines précédant mes menstruations. Ensuite, j'ai les douleurs menstruelles et là, je suis bien pendant une semaine et le cycle recommence. » Et oui, ça se peut que ça se manifeste beaucoup dans les 2 semaines précédant les menstruations, puisque ce sont les 2 semaines qui sont en lien avec la progestérone et on l'a vu, la progestérone va être diminuée lorsqu'il y a beaucoup de stress et un stress chronique. Alors, des études ont révélé une augmentation du risque de récurrence de dépression majeure durant la périménopause et la ménopause, et on estime que 20% des femmes souffriront de dépression durant leur ménopause. Et je dirais que peut-être elles consultent au moment de la ménopause, mais souvent les symptômes sont en place depuis quelques années. Et par contre, le côté un peu plus positif, c'est que le taux de dépression chez les femmes tend à diminuer après la ménopause parce qu'il y a à ce moment-là une normalisation des taux d'hormones. Alors ici, nous retrouvons des symptômes qui sont en lien avec la ménopause et encore une fois, on voit que les troubles de sommeil, les crises d'anxiété, l'irritabilité, les sauts d'humeur sont des symptômes qui sont communs et à la ménopause et aux troubles de l'humeur. Alors, pourquoi les hormones affectent notre cerveau? C'est tout simplement parce que, comme nous l'avons vu, les neurotransmetteurs sont des messagers chimiques qui voyagent d'une cellule à l'autre et qui vont être chargés de ramener donc le message à notre cerveau pour lui dire d'augmenter certains mécanismes ou de ralentir d'autres mécanismes. Et donc, l'interrelation entre les neurotransmetteurs et les hormones via le cerveau, habituellement se fait de façon harmonieuse et sans heurte, mais pour certaines personnes, il y a une espèce de sensibilité accrue et dans ce cas-là, ça va se passer beaucoup moins bien et il y aura une répercussion importante sur l'humeur. Les troubles thyroïdiens, maintenant, nous avons vu que le stress va affecter énormément la thyroïde et de façon inversée, les troubles de thyroïde vont affecter l'humeur. La glande thyroïde est essentielle au contrôle du métabolisme. Si elle ne fonctionne pas adéquatement, elle peut affecter l'humeur. L'hyperthyroïdie va générer une nervosité inhabituelle, une agitation, un état d'anxiété et d'irritabilité. Et à l'inverse, l'hypothyroïdie va plutôt se manifester par de la fatigue intense et persistante et une dépression de légère à modérée. Les patients atteints de troubles thyroïdiens sont plus susceptibles de développer des symptômes de dépression et inversement, la dépression peut s'accompagner d'anomalies subtiles affectant la thyroïde. La prise d'hormones thyroïdiennes semble accélérer et améliorer la réponse clinique aux antidépresseurs. Alors, le traitement conventionnel, évidemment, des troubles de l'humeur comporte 2 volets, soit le volet médicaments de synthèse qui peut se traduire soit par la prescription d'antidépresseurs ou de benzodiazépines, et du volet psychothérapie qui va, quant à lui, permettre d'adresser les facteurs sous-jacents du stress et des préoccupations et nous donner finalement aussi des moyens de répondre de façon je dirais, plus harmonieuse à ces événements de la vie. Du côté naturel, qu'est-ce que nous allons suggérer? Bon, dans un premier temps, il va être très important de faire le plein
de substances nutritives, nous allons voir lesquelles. Ensuite, d'équilibrer nos neurotransmetteurs, de soutenir les glandes surrénales et la glande thyroïde, et nous avons vu pourquoi. D'améliorer le fameux cycle de méthylation, ça c'est très intéressant et très important. Nous allons détailler tout ça un peu plus loin. Et évidemment, de gérer notre stress de façon le plus adéquate possible. Alors, débutons par le mode de vie. La chose ici qui est importante de mentionner, c'est qu'il est absolument capital d'adhérer à votre plan de traitement. Un médicament qui a été prescrit par un médecin devrait être modifié par le médecin traitant. Donc, vous ne pouvez pas prendre l'initiative de laisser tomber votre traitement aux antidépresseurs ou aux benzodiazépines. C'est quelque chose que vous devez absolument faire avec votre professionnel de la santé. Ensuite, ce que vous pouvez faire de votre propre gré, par contre, c'est évidemment de gérer votre temps et votre énergie de façon plus efficace. Donc, il va falloir vraiment s'occuper à organiser nos priorités. Et le fait de reprendre un certain contrôle sur sa vie souvent va aider à diminuer le sentiment de stress et d'anxiété qui se rattache à certaines tâches. Très important d'inclure la pratique d'une activité physique quotidienne dans votre mode de vie. Alors souvent, les gens vont dire qu'ils n'ont pas le temps de pratiquer l'activité physique, mais il faut vraiment que ça devienne une priorité. Alors l'activité physique, non seulement va vous aider à diminuer votre niveau de stress, mais elle va avoir un impact positif sur vos humeurs via la production, par exemple, d'endorphines, mais aussi sur tous les systèmes de votre corps. L'activité physique, on en a parlé dans chacun des webinaires qu'on a fait. Donc, que ce soit au niveau de préserver votre masse osseuse, de gérer votre taux de glycémie, donc votre taux de sucre sanguin de façon plus efficace, de protéger votre masse au niveau cérébral, donc la marche quotidienne va permettre de protéger l'atrophie du cerveau, donc ce n'est vraiment pas rien. Donc, l'activité physique, vraiment, la première chose que vous pouvez faire pour améliorer votre état. Ensuite, il faut s'abstenir de consommer des substances nocives telles que l'alcool, les drogues, la caféine et la nicotine. Ces substances peuvent vraiment aggraver l'anxiété et la dépression. Il y a plusieurs études qui démontrent les liens directs. Donc, vraiment, s'abstenir de ces substances. Ensuite, on peut avoir recours aux techniques de relaxation telles que la visualisation, la méditation, le yoga. Et il faut faire du sommeil votre priorité. Évidemment, lorsqu'on ne dort pas bien, tout nous semble plus difficile la journée suivante. Alors, plus d'anxiété, plus de dépression lorsque le sommeil n'est pas adéquat. Au niveau des stratégies anti-stress, je vous invite à compléter le questionnaire qu'on retrouve sur le site daware.ca. Et donc, il faut regarder les aspects comme par exemple limiter le stress dans l'environnement, focuser sur le positif dans votre vie, etc., etc. Un autre facteur important là-dedans, c'est évidemment d'établir un solide réseau de soutien social. Adapter les adaptogènes, nous avons vu tout à l'heure l'importance de soutenir la phase de résistance. Donc, comme nous l'avons vu, phase 1 d'alarme, ensuite phase de résistance et ensuite la phase d'épuisement. Donc, les adaptogènes sont des substances naturelles, très souvent des plantes, ou il peut aussi s'agir d'extraits glandulaires, comme d'extraits surrénals, qui vont augmenter la capacité du système de régulation du stress à maintenir son homéostasie ou son état d'équilibre durant l'exposition ou situation stressante. Alors, comme je l'ai mentionné, la façon d'accomplir cela, ça va être de supporter la phase de résistance. Et cet effet va être obtenu grâce à la capacité à normaliser le taux d'hormones de stress. Donc, les adaptogènes vont empêcher la réaction exagérée ou chronique face au stress. Alors, en termes de soutien social, vous pourriez, par exemple, vous joindre à un groupe de support. Donc, il existe des troubles de support pour les gens atteints soit de dépression, de troubles anxieux ou de troubles de l'humeur de façon plus générale. Il faut ensuite prendre la situation en main, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de se victimiser, de penser qu'on ne peut rien faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer la situation. Il faut simplement prendre conscience que la situation est ce qu'elle est et décider de moyens d'y faire face.
Ensuite, il faut lâcher prise sur les aspects, évidemment, qu'on ne peut contrôler par rapport à cette situation. Important de briser le cycle, c'est-à-dire que si vous avez un pattern régulier, par exemple la dépression revient à toutes les 2 semaines ou lorsque vous devez faire une activité particulière, c'est important de briser cette routine-là pour vous aider à reprendre le contrôle sur vos humeurs. L'aspect social est également très important. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, il existe encore passablement de préjugés par rapport aux troubles de l'humeur. Donc, les gens tendent à avoir une certaine honte lorsqu'ils sont touchés par les troubles de l'humeur et à s'isoler. Et c'est vraiment le contraire de ce qu'on doit faire. C'est très, très important d'avoir recours à notre soutien social ou familial durant ces épisodes de troubles de l'humeur. Du côté alimentaire, évidemment, il va falloir chercher à avoir une alimentation saine et équilibrée où les fruits et légumes sont présents en abondance. On pourra aussi rechercher les poissons riches en oméga 3, donc par exemple le saumon d'élevage, et également tous les aliments riches en vitamines du complexe B. Il va s'agir entre autres de céréales complexes, les vitamines du groupe B, comme nous l'avons vu, très importantes dans la production de neurotransmetteurs et pour le soutien de notre système nerveux et de nos glandes surrénales. Prendre un petit déjeuner qui comporte une source de protéines va également aider énormément la situation parce que les protéines vont nous permettre d'apporter de la tyrosine à notre corps et la tyrosine est le précurseur des hormones norépinéphrine, c'est-à-dire des neurotransmetteurs, norépinéphrine et dopamine. Donc, une bonne façon d'incorporer une source de protéines au petit déjeuner, si vous n'avez pas le goût de manger, par exemple, des œufs, ce serait de vous faire un smoothie à partir d'une protéine de petit lait, comme par exemple Advanced que nous avons chez Aware. Ensuite, la consommation d'hydrates de carbone complexes va être importante puisqu'elles permettent d'augmenter la sérotonine dans le cerveau, donc cette fameuse hormone qui fait que nous nous sentons bien et qui va être convertie en mélatonine qui va favoriser le sommeil. Il faut éviter les aliments qui renferment des hydrates de carbone simples et les sucres raffinés par contre, parce qu'ils seront convertis en énergie ou en gras et qui vont aussi nourrir les levures comme le candida albicans qui vont à leur tour produire des excitotoxines très néfastes pour notre système nerveux. Et comme nous l'avons mentionné, éviter la caféine ou l'alcool et consommer beaucoup d'eau. La déshydratation, même légère, peut affecter l'humeur. Donc ça, c'est une des premières choses à corriger avec l'incorporation d'activité physique dans votre vie, c'est de consommer de l'eau. Donc, on recommande au moins 1,5 litre d'eau par jour. Ensuite, le deuxième point qu'il faut regarder du côté alimentaire, c'est la question des intolérances et des excitants d'origine alimentaire. Donc, les intolérances ou les allergies peuvent induire une certaine irritabilité et même de l'anxiété via la production d'exomorphines qui vont provenir du gluten et de la caséine. Donc, pour certaines personnes qui seront déficientes en une enzyme particulière qu'on appelle la DPP4, la caséine, donc des produits laitiers, et le gluten de certaines céréales, dont le blé, ne sera pas converti ou transformé adéquatement et la forme résultante de cette molécule va agir comme la morphine au niveau des neurotransmetteurs. Donc, elle va affecter toutes nos humeurs. Et ça, ce n'est pas pour l'ensemble de la population, mais certaines personnes sont extrêmement sensibles à l'impact de la caséine ou du gluten sur leurs humeurs. Alors, c'est une des choses qu'on aimerait vérifier pour les gens qui sont affectés par ces fameux troubles de l'humeur. L'autre point, c'est que lorsqu'il y a des intolérances ou des allergies alimentaires, elles vont générer de l'inflammation et l'inflammation va se répercuter sur le système immunitaire et comme le système immunitaire communique directement avec notre système nerveux, eh bien, ça va mettre en branle toute une cascade d'événements pas très souhaitables. Ensuite, du côté des excitants alimentaires, certaines personnes ont une sensibilité vraiment particulière à certains produits tels que l'aspartame. L'aspartame est composé de 2 acides aminés qui servent de base aux neurotransmetteurs excitants. Donc, imaginez pour les gens qui ont déjà tendance à en faire de façon accrue et à pas très bien les dégrader, bien, si vous leur donnez de l'aspartame, ils peuvent vraiment être plus excités. On voit ça notamment chez les enfants hyperactifs, par exemple. Le glutamate monosodique, en fait, c'est que le cerveau renferme plusieurs types de récepteurs à glutamate
Donc, ça peut causer, bon, non seulement des troubles de l'humeur, mais ce qu'on appelle le fameux syndrome du restaurant chinois. Certaines personnes vont avoir des maux de tête allant jusqu'aux migraines après avoir mangé, bon, notamment des mets chinois, parce que souvent, on va utiliser le glutamate monosodique, mais pas exclusivement dans les mets chinois. Ensuite, les colorants peuvent aussi provoquer des réactions chez les personnes sensibles. Donc, évidemment, ça va être de privilégier une alimentation le plus saine et le plus naturelle possible en évitant ces substances-là. Et si vous avez des doutes, ben, tout simplement les retirer de l'alimentation pendant un moment et ensuite les réintégrer un à la fois pour voir s'il y a un impact sur l'humeur. En termes de suppléments, donc les suppléments qui vont nous permettre de refaire le plein de nutriments, il y a d'abord évidemment nos fameuses vitamines du complexe B, une autre substance intéressante qui s'appelle l'inositol et la phosphatidylsérine. Ensuite, au niveau de la gestion du stress, nous allons parler de la L-théanine, un acide aminé qui est très, très, très intéressant, et d'une plante aussi qui a plusieurs belles propriétés, qui est le basilic sacré. Au niveau de l'équilibre des neurotransmetteurs, nous allons parler du GABA et d'une plante qui s'appelle le Griffonia simplicifolia, qui sera une source de 5-HTP et donc un précurseur de sérotonine. Pour soutenir les surrénales, nous allons voir un mélange d'adaptogènes, c'est-à-dire de plantes et d'extraits surrénaliens qui s'appelle OrthoAdapt, et également un complexe qui permet de supporter le travail de la glande thyroïde, le thyrosupport. Et en termes d'améliorer le cycle de méthylation, nous allons parler du S-adénosylméthionine ou SAMI et d'un autre produit combiné qui est le max-méthyle. Donc, on revoit brièvement les vitamines impliquées dans la production de sérotonine. Alors, on voit bien que les vitamines B sont très importantes, le magnésium également, calcium, fer, zinc, mais vraiment en prédominance les vitamines du groupe B. Sur la droite, nous voyons le rôle du magnésium et du SAMI également dans la production de sérotonine. Alors, ça va être une autre porte d'entrée que nous allons explorer. Alors, les vitamines du complexe B jouent un rôle critique dans la production de neurotransmetteurs, nous l'avons vu, qui affectent l'humeur et d'autres fonctions cérébrales. Des carences, notamment en vitamines B12, B6 et en folate, pourraient être associées à la dépression. Les carences en vitamines du groupe B sont très fréquentes dans la population, mais encore plus chez les personnes âgées, les végétariens et les personnes aux prises avec des troubles digestifs tels que la maladie cœliaque, parce que les B, finalement, vont être absorbés beaucoup dans notre tube digestif. Alors, il va être important quand on va recommander un complexe B d'utiliser les B sur leur forme coenzymatique biodisponible, c'est-à-dire, par exemple, pour la vitamine B6, qui est absolument critique à la production de sérotonine, la forme originale de vitamine B6, c'est la pyridoxine. Ensuite, le corps doit convertir la pyridoxine en pyridoxal 5-phosphate ou P5P. Malheureusement, certaines personnes vont souffrir de troubles de conversion, et ça, c'est une prédisposition génétique qu'on appelle un polymorphisme. Donc, ce polymorphisme va les empêcher de faire cette conversion de façon adéquate, ce qui fait que même s'ils prennent un complexe B régulier, ils peuvent ne pas en bénéficier pleinement dû à cette limitation dans leur capacité à convertir la vitamine B6. Et ça, c'est vrai pour la vitamine B6, mais c'est vrai également pour toutes les vitamines du groupe B. Alors, d'utiliser un complexe B qui contient déjà les vitamines sur leur forme coenzymatique, ça va faire une différence énorme pour certaines personnes, notamment dans les familles où la dépression sévit de façon chronique. Souvent, le problème, c'est justement un problème avec cette conversion de la vitamine B6. Et pour ces personnes-là, l'addition d'un complexe B sous la bonne forme coenzymatique va faire vraiment une différence énorme. Donc ça, un facteur clé, et c'est vraiment le premier supplément personnellement que je recommande en pratique dès qu'il y a quelque chose du côté de l'humeur. Donc, les vitamines du groupe B comportent également beaucoup d'autres avantages ou bénéfices, notamment au niveau de la production hormonale, de la santé neurologique, diminution des migraines, production énergétique, respiration cellulaire, au niveau de l'anémie également. Vous savez, les gens ont tendance à prescrire du fer quand on rencontre une personne qui se plaint de fatigue, mais le premier symptôme d'une carence en n'importe quelle vitamine du groupe B, c'est la fatigue. Donc vraiment, première chose à corriger, c'est
les carences en vitamine B. Alors, le fameux phosphate de pyridoxal, donc cette forme avancée de vitamine B6, est 3 fois mieux absorbée que la pyridoxine. C'est une forme coenzymatique qui est nécessaire à l'activation de 113 enzymes ou familles d'enzymes dans notre corps. Alors, imaginez, si vous n'arrivez pas à convertir votre vitamine B6 de façon adéquate, il y aura 113 familles d'enzymes qui ne feront pas leur travail de façon adéquate dans votre corps. Donc, vraiment, c'est une vitamine absolument cruciale. Elle est particulièrement importante au niveau du métabolisme des acides aminés tels que la sérotonine, la tyrosine et la glycine, mais vraiment au niveau hormonal aussi, elle est importante partout, cette fameuse vitamine. Alors, au niveau du métabolisme des gras, de la synthèse de l'aine, donc de notre système de transport du fer. Alors, vous avez la liste des signes de carence, le premier étant la dépression, l'insomnie, l'irritabilité, tension prémenstruelle, etc., etc. La deuxième substance dont j'aimerais vous entretenir, c'est l'inositol. Alors, l'inositol renferme du myoinositol, qui est une substance analogue à la vitamine B. C'est un précurseur du phosphatidylinositol 4,5 biphosphate, ou PIP2, qui est finalement un phospholipide neuronal clé qui est impliqué dans le cycle phosphoinositide qui est essentiel aux nombreux systèmes de signalisation du cerveau. Alors, des grands mots, tout ça, simplement pour dire que cette substance est une substance très importante pour fabriquer l'enveloppe de nos cellules nerveuses ou de nos neurones. Et comme les petits récepteurs se retrouvent à la surface de nos cellules nerveuses, eh bien évidemment, il faut que l'enveloppe de la cellule soit en bon état. C'est ce qui va permettre que les hormones et les neurotransmetteurs vont arriver à transporter leur message adéquatement, donc du récepteur situé sur la membrane jusqu'à l'intérieur de la cellule. Alors, c'est tout ce que ça dit. L'inositol est un supplément nutritionnel particulièrement efficace chez les personnes qui répondent au traitement de type inhibiteur du recaptage de la sérotonine, comme nous l'avons vu un peu plus tôt. Alors, ces médicaments qui empêchent la dégradation de certains neurotransmetteurs, évidemment, ils ont des effets positifs, mais ils ont aussi des effets négatifs. Donc, pour les personnes qui répondaient bien à ce type de traitement, mais qui préféraient une approche plus naturelle, l'inositol pourrait être une substance tout à fait indiquée. Alors, l'inositol se présente soit en capsule, soit en poudre. Vu les dosages qu'on recommande, vous voyez qu'on peut aller dans les études cliniques facilement à 12 grammes par jour. Moi, je préfère de loin la forme en poudre comme nous la voyons ici. Alors, nous avons le résumé de plusieurs études cliniques. Par exemple, au niveau de la dépression, les gens vont améliorer leur pointage sur l'échelle d'anxiété d'Hamilton après une supplémentation d'inositol à raison de 12 grammes par jour pendant 4 semaines. Donc, les gens n'auront pas présenté d'épisode de dépression, et cela même sans la prise concomitante de médicaments. Au niveau de la dépression bipolaire également, même principe, 12 grammes d'inositol, dans ce cas-ci 6 semaines. Les patients consommaient en même temps leurs médicaments de synthèse, mais ils n'ont pas eu d'épisode de maniaco-dépression, et comparativement au groupe témoin, ils ont eu une réduction de la moitié de leur score sur leur échelle d'anxiété. Donc, on voit que l'inositol peut être consommé seul ou en combinaison avec la médication pour améliorer finalement l'effet des médicaments. Au niveau des troubles paniques, l'inositol a été comparé au fluvoxamine, qui est un traitement conventionnel. Et dans l'étude, nous avons vu cette fois-ci que le dosage avait été augmenté à 18 grammes d'inositol par jour. Et à cette dose, en 4 semaines, l'inositol a été plus efficace que la fluvoxamine, donc des résultats de 57 versus 41 au niveau de la diminution des crises hebdomadaires de panique. Au niveau des troubles alimentaires, également des résultats positifs avec l'inositol, et au niveau des troubles obsessionnels compulsifs. La troisième substance qui va servir à refaire nos réserves finalement
de nutriments affectant l'humeur, nous retrouvons la phosphatidylsérine. Donc, c'est un supplément qu'on oublie souvent de recommander, mais qui est lui aussi très, très, très important au niveau des phospholipides, c'est-à-dire donc l'enveloppe de la membrane de ces fameuses cellules nerveuses. Donc, toutes les cellules comportent une membrane qui comporte des phospholipides, mais ils sont plus concentrés dans le cerveau et dans le cortex cérébral. Donc, les membranes nerveuses sont finalement qui vont servir de gardiennes, c'est-à-dire qui vont être à la porte d'entrée des neurotransmetteurs dans la cellule. On l'a vu, c'est la surface de travail de la cellule sur laquelle reposent finalement les récepteurs à neurotransmetteurs et à hormones. Alors, la phosphatidylsérine va aider à diminuer le taux de cortisol. Nous l'avons vu, le cortisol est cette hormone produite durant la réponse au stress. Et également la phosphatidylsérine, très importante au niveau de la prévention du déclin cognitif. Il y a beaucoup, beaucoup d'études réalisées sur cette substance, au moins 60 études réalisées sur les humains et des études ont été faites dans le cadre soit de la maladie d'Alzheimer, des troubles de la mémoire liés à l'âge, etc., etc. Et on voit qu'en plus de travailler sur la membrane de la cellule, la phosphatidylsérine va permettre le renouvellement de certains neurotransmetteurs clés, comme l'acétylcholine, par exemple, qui est très importante au niveau de la mémoire. Dans les suppléments qui vont nous permettre de mieux gérer le stress, nous retrouvons la L-théanine. Donc, la L-théanine est un acide aminé qu'on retrouve surtout dans le thé vert. Il permet de supporter l'activité des ondes alpha du cerveau. Les ondes alpha, en fait, sont les ondes qui sont associées à l'état de relaxation et d'alerte calme qui est ressenti durant la méditation. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le zen-théanine. En fait, ce n'est pas un produit qui va générer de la somnolence, c'est vraiment un produit qui va vous permettre de vous sentir très relax et en même temps très concentré. Donc, la théanine va agir en augmentant le métabolisme de la dopamine et de la sérotonine au niveau du cerveau et va aider à augmenter la capacité d'apprentissage et la mémoire également. La zen-théanine va permettre de protéger les neurones contre les excitotoxines, donc les substances qu'on a vues tout à l'heure qui pourraient provenir de la mauvaise dégradation de certaines substances telles que le gluten ou encore qu'on va retrouver dans la caféine ou le glutamate. La L-théanine permet de diminuer la tension artérielle si évidemment il y a un problème d'hypertension. Et la beauté du produit, c'est que non seulement il ne possède pratiquement pas d'interaction avec les médicaments prescrits, mais il agit très rapidement aussi à l'intérieur de 40 minutes et vous pouvez améliorer ce temps encore plus en ouvrant la capsule et en déposant la théanine directement sous votre langue. La deuxième plante qui est intéressante pour le stress, c'est le basilic sacré, de son nom latin Ocimum sanctum. C'est une plante médicinale qu'on utilise traditionnellement en tant que panacée en médecine ayurvédique en Inde. Le basilic sacré permet de réduire l'anxiété. Dans une étude clinique chez des patients atteints de troubles d'anxiété, on a vu que la prise de 500 mg 2 fois par jour durant 2 mois a permis de réduire l'anxiété de près de 20 %, la dépression de 13,2 %, également le stress. Les autres bénéfices associés au basilic sacré, c'est qu'il permet de réduire la glycémie chez les diabètes de type 2. C'est une plante qui a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, antibactériennes, antimicrobiennes, antifongiques, et également des propriétés analgésiques. Donc, ce sera une plante qu'on pensera à utiliser chez les personnes qui ont des troubles de l'humeur, mais dont les troubles pourraient aussi être reliés à des problèmes, par exemple, de type inflammatoire ou par rapport à leur état de santé. Donc, ça nous permettrait de faire comme une pierre deux coups. Ensuite, le GABA, comme nous l'avons mentionné, c'est le neurotransmetteur calmant qu'on retrouve de façon le plus abondante dans le corps. Donc, le GABA, on peut le donner sous forme de supplément. Il est très bien absorbé par voie orale. Donc, c'est un acide aminé qu'on dit non essentiel parce qu'il provient de la décarboxylation de l'acide glutamique par la vitamine B6. Mais encore une fois, pour les gens qui vont souffrir de ce trouble à transformer la vitamine B6, eh bien, la capacité à faire du GABA sera également affectée négativement.
Donc, le GABA va permettre d'inhiber l'action des impulsions nerveuses excitantes, c'est pour ça qu'il va avoir un effet calmant. Il aide, un peu comme la théanine, à augmenter les ondes alpha, qui sont les ondes associées à la relaxation, mais également diminuer les ondes bêta, qui sont associées à l'anxiété. Alors, il existe une corrélation directe entre la dépression majeure et la diminution de la concentration de GABA dans le cortex occipital. Donc, on voit que chez les personnes qui souffrent de dépression, il y a moins de GABA. Le GABA va également être utile dans les cas d'anxiété, non seulement de dépression, mais également d'insomnie et de troubles dysphoriques ou de SPM et de troubles bipolaires. La beauté du GABA, c'est que c'est un produit qui ne cause pas d'accoutumance. Au contraire, on peut même s'en servir pour faciliter le sevrage des benzodiazépines. Encore une fois, je vous rappelle que le sevrage des médicaments doit toujours être effectué sous surveillance médicale. La sérotonine, donc notre deuxième neurotransmetteur calmant, dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus compliqué parce que nous ne pouvons pas fournir la sérotonine au corps directement sous forme de supplément parce que la sérotonine ne peut pas, sous cette forme, traverser la fameuse barrière hémato-encéphalique qui protège notre cerveau. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le 5-hydroxytryptophane, donc le précurseur de la sérotonine, vous vous rappelez, tout à l'heure, nous avons vu la voie de transformation. Il y avait donc la protéine, le tryptophane, le 5-hydroxytryptophane et la sérotonine. Alors, si nous fournissons le 5-hydroxytryptophane ou le tryptophane, dans ce cas-ci, ça sera bien absorbé par voie orale, c'est-à-dire que jusqu'à 70% du produit sera absorbé, et sous cette forme, il va pouvoir pénétrer la barrière hémato-encéphalique où il sera converti en sérotonine. Quelques-uns des symptômes associés à la carence en sérotonine: dépression, anxiété, insomnie, agressivité, migraine, certains comportements obsessifs compulsifs, les envies d'aliments et de troubles de l'appétit. Donc, vraiment, si vous souffrez de plusieurs de ces symptômes, il faut penser à la carence en sérotonine. Première chose à faire, comme je le mentionnais plus tôt, ça va être d'incorporer le complexe B parce qu'il pourrait s'agir simplement d'une carence au niveau de la B6, de la B1, de la B3 qui fait que vous n'absorbez pas les protéines correctement. Il faut s'assurer d'avoir aussi suffisamment de protéines du côté alimentaire ou d'ajouter un supplément comme le petit lait. Et si cela ne règle pas tout à fait le problème, il faudra penser à rajouter cette plante qu'on appelle le Griffonia simplicifolia. Alors, c'est un arbuste qui pousse en Côte d'Ivoire et au Ghana, et les graines du Griffonia vont permettre d'extraire donc le 5-hydroxytryptophane. Dans une étude réalisée sur les patients dépressifs, on a vu des résultats vraiment qui étaient intéressants. Plus de la moitié des patients ont vu leur état s'améliorer après 3 jours et 80% à l'intérieur de 2 semaines. Ça, c'est particulièrement notoire parce que nous savons que les médicaments de synthèse prennent de 4 à 6 semaines pour atteindre leur pleine efficacité. Donc, quand on a accès à une substance naturelle qui nous permet d'avoir des résultats après 3 jours, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, ce n'est pas la seule étude. Il y a plus de 19 études qui ont évalué l'action clinique du 5-HTP. Puisque la sérotonine va éventuellement être convertie en mélatonine, évidemment, le Griffonia aura un impact positif au niveau du sommeil aussi et de certaines formes de migraine. Nous avons vu que les glandes surrénales et la glande thyroïde seront affectées par les troubles de l'humeur et qu'en retour, ces glandes vont affecter les troubles de l'humeur. Alors, si vous savez que le stress existe de façon chronique et qu'il y a un épuisement particulièrement notable entre 2h et 4h de l'après-midi parce que c'est l'heure finalement des glandes surrénales en médecine chinoise, il faudrait penser à adopter les adaptogènes, donc notre fameuse formule OrthoAdapt. OrthoAdapt qui comporte donc la panthétine, qui est la forme coenzymatique de la vitamine B5, la vitamine C, des plantes adaptogènes telles que le rhodiola, l'ashwagandha, la réglisse, l'Eleutherococcus anticosus ou le fameux gingembre sibérien, et les extraits glandulaires, donc l'extrait de surrénal qui provient et du cortex et de la médula, donc de la surrénale entière. Donc c'est un produit qui agit de façon très efficace, le OrthoAdapt,
pour la majorité des gens à 2 capsules par jour, donc il faut essayer, moduler, mais donc ça agit très bien. Le truc avec les surrénales, c'est qu'il faut toujours les traiter minimalement 3 mois, très souvent jusqu'à 6 mois, parce que le stress a été là longtemps, donc on ne va pas tout régler en un mois, mais souvent la personne va se sentir beaucoup mieux à l'intérieur du premier mois. Donc, pour les gens qui auraient un problème à consommer un extrait glandulaire, la formule existe aussi en version végétarienne, mais mon expérience clinique avec les deux produits me démontre que l'extrait glandulaire semble produire de meilleurs résultats. Au niveau de la thyroïde, on va aller avec le produit qui s'appelle le ThyroSupport. Donc, c'est un produit qui comporte de la tyrosine, de l'iode, des plantes telles que le Coleus forcicolin et le Bacopa monnieri, qui sont des plantes qui vont permettre finalement d'augmenter la production des hormones thyroïdiennes. Et la formule est complétée par certains éléments comme le zinc, le cuivre et le sélénium qui vont permettre de préserver le bon fonctionnement de la thyroïde. Alors, en terminant, nous allons parler du fameux cycle de méthylation par lequel je suis fascinée depuis plusieurs années parce qu'évidemment, la méthylation est un processus métabolique absolument crucial qui va impliquer l'ajout d'un groupement méthyle à différentes molécules. C'est l'une des fonctions biologiques fondamentales du corps humain, mais ô combien mécomprise et négligée. Et c'est une fonction qui est essentielle à plus de 100 réactions métaboliques différentes. Donc, à peu près tout dans votre corps dépend de l'efficacité de votre méthylation. La méthylation survient au niveau hépatique, donc ça survient dans le foie, et c'est dépendant de substances très spécifiques, donc les vitamines B sur leur forme coenzymatique et le SAMI. Donc, l'homocystéine est la conséquence d'un cycle de méthylation qui ne fonctionne pas de façon efficace, c'est-à-dire que l'homocystéine est un sous-produit du cycle de la méthylation qui va devenir toxique en grande quantité. L'homocystéine, on la connaît beaucoup au niveau des maladies cardiovasculaires, mais il faut savoir qu'elle peut également causer la dépression en altérant le fonctionnement de neurotransmetteurs. L'homocystéine n'est pas obligée de s'accumuler comme ça, elle peut être recyclée en d'autres produits utiles grâce à l'ajout de groupements méthyles qui vont nous être fournis. Bon, par exemple, par le SAMI. Le SAMI va nous permettre d'augmenter la robustesse de la méthylation, tandis que les vitamines B12, l'acide folique et la vitamine B6 vont permettre d'améliorer l'efficacité du cycle de méthylation. Alors, de façon graphique, on peut voir en bas ce que ça représente. Alors, dans un premier temps, la méthionine, qui est un acide aminé essentiel qu'on retrouve dans les protéines, va se lier à l'ATP ou adénosine triphosphate, qui est la source de toute l'énergie immédiate de nos cellules. Cette liaison va nous donner le SAMI ou le S-adénosyl-méthionine. Le SAMI va ensuite donner son groupement méthyle à un receveur, soit les folates ou la vitamine B12, et sera immédiatement converti en SAH ou S-adénosyl-homocystéine. Le SAH va être transformé en homocystéine. Donc, on voit déjà qu'on part de la méthionine. La méthionine va donner son groupement méthyle au moment de la production énergétique, qui va devenir le SAMI, qui va devenir le SAH. L'homocystéine va ensuite soit s'accumuler de façon toxique si on n'a pas les cofacteurs nécessaires à sa transformation ou à son recyclage, et ça va causer de l'inflammation. Et nous le savons maintenant, l'inflammation est reliée à peu près tous les troubles chroniques que nous retrouvons dans l'organisme, en passant des maladies cardiovasculaires à l'obésité, à la dépression, quoi. Tout est affecté par l'inflammation. Alors, les deux voies métaboliques qui existent dans le corps pour éliminer l'homocystéine produite durant le cycle de méthylation sont la transméthylation et la transsulfuration. Dans la transméthylation, l'homocystéine va être méthylée en méthionine grâce au folate et à la vitamine B12. Et dans le cas de la transsulfuration, l'homocystéine va être condensée en cystéine grâce à l'ajout de vitamine B6. Le S-adénosyl-méthionine, le SAMI, est un autre produit qui est très intéressant pour améliorer l'efficacité de ce fameux cycle de méthylation. Alors, c'est un produit qui a changé la vie de beaucoup de patients. Cependant, comme c'est un produit qui est très spécifique, comme nous l'avons vu, ce n'est pas un produit que j'ai tendance à donner en première ligne. Comme je vous le disais, mon approche personnellement consiste plus à aller combler les substances de base en fournissant, par exemple, les protéines
facilement disponible avec, par exemple, le petit lait, le Advanced Whey. Ensuite, donner les vitamines nécessaires à la transformation des protéines en neurotransmetteurs via l'apport de vitamines du groupe B ou encore notre multivitamine qui est excellente, l'Orthocore. Et une fois que ces besoins de base ont été comblés, si il reste d'autres symptômes, on peut travailler à ce moment-là avec des substances telles que le GABA, le 5-HTP ou la L-théanine, ou même le basilic sacré. Et s'il nous reste encore un trouble qui n'a pas été complètement adressé, nous pourrions à ce moment-là aller chercher une substance très pointue comme le SAMI. Alors le SAMI est une substance qui est naturellement présente dans le corps, comme nous l'avons vu, ça résulte de la méthionine qui est transformée en adénosine triphosphate. Le SAMI est utilisé dans le métabolisme des neurotransmetteurs, donc dans la production de sérotonine, mélatonine et dopamine. Il va aider à équilibrer l'humeur. Il est considéré comme médicament antidépresseur, donc sous prescription dans plusieurs pays européens. Donc, ça vous donne une idée de son efficacité. Et parmi ses autres bénéfices, il va permettre de soulager les symptômes de l'arthrose parce qu'il a un lien au niveau de la synthèse des protéoglycanes. Il va avoir une action également anti-inflammatoire. Donc, pour vos patients qui souffrent et de troubles de l'humeur et de symptômes arthritiques ou arthrosiques, vous allez à ce moment-là avoir des bénéfices sur les deux tableaux. Le SAMI est également important dans le fonctionnement du foie. Il va aider à améliorer la production de glutathion, qui est notre principal outil antioxydant et détoxifiant à l'intérieur de notre foie. Donc, le SAMI est finalement une substance antioxydante et anti-inflammatoire. Le dernier produit que nous allons aborder, c'est le Max-Méthyle, qui en fait est une combinaison des vitamines du groupe B et de triméthylglycine. Et la triméthylglycine est également impliquée dans la transformation de l'homocystéine, comme nous l'avons vu dans le tableau un peu plus tôt. Alors, c'est finalement une combinaison de nos vitamines impliquées dans la méthylation, la B6, l'acide folique et la vitamine B12, mais sur leur forme, encore une fois, coenzymatique, et de triméthylglycine. Donc, pour les gens qui souffriraient et de troubles d'humeur et de maladies cardiovasculaires, ce serait définitivement un produit très intéressant puisqu'il permettra de diminuer le taux d'homocystéine. Alors voilà qui fait le tour de la question des troubles de l'humeur pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à consulter notre équipe technique ou à me consulter directement chez aware.ca. Et je vous invite également à consulter tous nos autres webinaires qui sont archivés sur le site d'Aware. Les webinaires existent en français et en anglais. Et à être des nôtres pour notre prochain webinaire dans un mois. Alors, ça m'a fait plaisir, encore une fois. Mon nom est Chantal-Anne Dumas et j'espère que vous serez des nôtres pour notre prochain webinaire.